Bonsoir, bienvenue à tous à la Cité du Vin. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Claude et Lydia Bourguignon pour un grand entretien qui sera mené par Jérôme Baudouin, qui est journaliste à la Revue du Vin de France. Voilà, merci. Bonsoir, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session des grands entretiens de la Cité du Vin. Et ce soir, nous n'avons pas un invité, mais deux, qui ont voué leur vie à comprendre et à faire comprendre la vie des sols au monde agricole. J'ai le plaisir d'accueillir chaleureusement Claude et Lydia Bourguignon. Je vous remercie de les applaudir. Alors Claude et Lydia, vous êtes microbiologiste de formation, vous avez travaillé à l'INRA et vous en êtes parti en 1989. Qu'est-ce qui a provoqué ce départ ? En fait, ce qui a provoqué le départ, c'est que quand on a commencé à montrer que l'état biologique des sols était très mauvais au sein de l'Institut, ça a été très mal pris. Ils nous ont demandé d'arrêter de travailler sur ce sujet-là, que ce n'était pas la préoccupation de l'agriculture française. Et Lydia, elle travaillait sur la qualité des aliments et elle avait aussi soulevé le sujet que la qualité des aliments baissait. Mais ça aussi, ce n'était pas le sujet de l'Institut. Donc, comme on travaillait sur des sujets qui n'intéressaient pas l'Institut, on a préféré partir et faire notre propre laboratoire. Et donc, vous créez le LAMS en 1989 et qui est installé en Bourgogne. Oui, puisqu'on y habitait. Donc, on a démarré d'abord dans la cave. On a acheté du matériel d'occasion, du matériel scientifique d'occasion. On était dans la cave et puis après, on est passé dans la grange de la maison. Puis on a fait le laboratoire. Et alors, un an après, en 1990, lors d'une conférence à Chalon-sur-Saône, vous faites une révélation fracassante pour le monde agricole et notamment viticole. Lydia, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous rappeler cet événement ? Oui, c'était un événement un peu particulier. On a dit, puisqu'on faisait des mesures d'activité de vie dans le sol, et Claude a asséné en disant que les sols du Sahara étaient plus vivants que les sols de vigne de Bourgogne. Et ça a été le pavé dans la mare. Ça a vraiment été un choc. Ça nous a valu pas mal de colibets après. Mais dans la salle, et je trouve que dans la salle, il y avait Anne-Claude Leflèvre, une grande dame du vin qui nous a quittés, hélas, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça a été, elle nous l'a dit, ça a fait un tel choc chez moi que j'ai dit, il faut que je traite, enfin, il faut que je m'occupe de mes vignes mieux que ça. Il faut que je remette dans la vie. Et elle est passée en biologie et après en biodynamie. Elle fait partie dans les premières viticultrices en Bourgogne qui est passée en biologie et ensuite en biodynamie. Et beaucoup de vignerons bourguignons l'ont suivi à la suite de cette conférence ? Oui, à l'heure actuelle, quand nous avons démarré notre laboratoire, sur les 1500 vignerons de Bourgogne, il y en avait 5 qui étaient en biologie et ils sont maintenant 250. Donc ça évolue bien. Ah oui, effectivement. Mais déclaré, parce que je pense qu'il y en a plus que ça. C'est vrai que dans le monde viticole, mais même dans d'autres cultures, chez les maraîchers, ils n'osent pas. Il y en a certains qui n'osent pas mettre forcément viticulture en biologie parce que, s'ils ont une année qui est très très difficile, comme il y a des règles, et c'est normal de suivre ces règles, si on appartient
du vignoble en biologie, en fait, ils ont peur de ne pas avoir la possibilité d'utiliser des produits, mais en fait, quand on annonce un pourcentage, ce pourcentage est beaucoup plus est faible par rapport à... Parce que nous, on tourne quand même beaucoup sur les vignobles, mais aussi pour d'autres cultures. Et en fait, le pourcentage est plus faible que la réalité. En fait, il y a plus de gens qui sont en culture biologique ou même voire en biodynamie que ce qui est écrit, que ce qui est dit. Et avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment en fait agissent ces micro-organismes que vous analysez dans les sols sur la plante? Quelle relation existe-t-il entre les micro-organismes et la plante? Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol. Pour qu'elles se nourrissent dans le sol, il faut que l'élément soit soluble dans l'eau, puisque la plante va absorber de l'eau par ses racines. Et pour qu'un élément soit soluble, il faut qu'il soit sous forme ionique, c'est-à-dire qu'il ait une charge électrique. Et le rôle des microbes, ça va être de transformer les ions en anions, c'est-à-dire en charge négative. Par exemple, l'azote, ils vont le transformer en nitrate, NO3-, c'est négatif, donc soluble dans l'eau, donc transportable vers la racine. Ils vont faire ça avec le phosphore, avec tous les éléments. Absolument tous les éléments vont être rendus solubles par les microbes. Et à ce moment-là, la plante peut se nourrir. Donc, s'il n'y a pas d'activité biologique dans un sol, votre plante va se nourrir avec les engrais. Comme les engrais sont tous les mêmes, vous allez homogénéiser le goût des vins sur la planète. On a une standardisation des goûts. Voilà, vous allez standardiser les goûts. Donc, le goût de terroir vient des bactéries et de la vie microbienne dans les sols. Voilà, parce que chaque roche a sa composition particulière. Par exemple, Morgon est un granit riche en manganèse, alors que l'Antigné, c'est riche en fluor. Donc, chaque roche a ses éléments, et donc les microbes vont donner ces oligo-éléments qui serviront de cofacteurs aux enzymes qui synthétiseront les arômes. Mais nous, on émet même une hypothèse. On travaille beaucoup en Italie, et on a travaillé pas que pour des vignerons, on a travaillé pour des céréaliers ou d'autres cultures. Et en fait, les analyses, puisqu'on travaille, on mesure l'activité biologique des sols et on mesure aussi les éléments les éléments et oligo-éléments qui sont en surface et en profondeur dans le sol. Et ce qui est étonnant, les sols italiens sont très très riches en magnésium. Et quand on goûte le magnésium, les sels de magnésium, en fait, c'est très amer. Et on émet une hypothèse, parce que si des gens connaissent l'Italie et même leur goût, les Italiens sont très sensibles à la mer, puisqu'ils ont des apéritifs, l'amaretto, ils mangent les artichauts crus, c'est vraiment des plantes. Les chicorées, c'est des plantes, la chicorée, c'est très amer. Et en fait, ils ont vraiment l'éducation de la mer, alors que nous, on est beaucoup moins sur cette éducation, très souvent. Mais je parle de la belle amertume, je ne parle pas de l'amertume parce que la vigne n'est pas assez mûre. Il y a des très très beaux amers et les Italiens sont beaucoup plus sont sensibles, mais presque dans la qualité. Et on émet l'hypothèse que comme les sols sont très très riches en magnésium et que Claude vient d'expliquer que c'était la vie, les microbes qui solubilisaient certains éléments du sol. Comme il y a beaucoup de magnésium, quelque part, ça passe dans la sève et ça peut passer dans le raisin, mais ça passe aussi dans les légumes. C'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude, mais on est frappé par cette quantité importante qu'il y a de magnésium dans les sols italiens par rapport à chez nous. Alors, ça c'est vraiment très intéressant, mais si par exemple, à cause de la pollution, notamment les produits phytosanitaires, les micro-organismes disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Les plantes font comment? Vous aurez des produits hors sol, vous aurez de la tomate hors sol, c'est-à-dire ça ressemble à une tomate, ça a la couleur d'une tomate, vous la mettez en bouche, ça n'a strictement aucun goût. Parce que le hors sol, dans la solution nutritive hors sol, on est incapable de donner les 24 atomes que le sol donne. Donc une plante qui pousse dans le sol va avoir beaucoup plus de goût, beaucoup plus d'arômes qu'une plante hors sol qui, elle, ressemble, mais ça n'a aucun goût, parce qu'il n'y a pas les arômes, il n'y a pas la synthèse de tout ça. Puis ce que Claude devrait dire, c'est que, en fait, la France, et l'Europe, mais la France a une diversité en fait, géologique, et les sous-sols français, c'est une très très grande richesse. En fait, on pourrait dire on a presque tous les cas de figure.
Et quand un sol est vivant, il va donner des goûts particuliers. Mais on parle du vin, mais la France a été depuis très longtemps reconnue comme le pays du terroir. On peut parler même de la viande, puisqu'on parlait du port de Paris ou le port de Bigorre, merci. On parlait des fraises de Plougastel, on parle du melon de Cavaillon ou du melon du Quercy. Et bon, ne parlons pas des fromages. Donc la France a été, du fait de sa diversité, de sa grande diversité dans sa géologie, quand les sols sont cultivés dans la vie, enfin, avec cette activité biologique, en fait, on a développé cette notion de terroir, cette qualité du terroir qui fait partie, le mot terroir, bon, je pense que tout le monde le dit, c'est quelque chose qui n'est pas traduit. Quand vous allez dans n'importe quel pays, quand on veut parler de cette diversité, de ce goût différent, on dit terroir, et c'est le mot français. Alors, par exemple, une des particularités de la vigne, pour se nourrir, ses racines sont entourées de mycorhizes. Voilà, toutes les plantes pérennes sont obligées de s'associer avec des mycorhizes pour se nourrir parce qu'elles n'ont pas de poils absorbants. Voilà. Contrairement au blé. Nos blés n'ont plus de mycorhizes, mais comme ils ont des poils absorbants, ils arrivent à survivre. Alors qu'à la vigne, on a inventé une catastrophe pour la vigne qui est les fongicides systémiques. C'est-à-dire qu'avant, les anciens ils traitaient la vigne uniquement avec du cuivre et du soufre, c'est-à-dire des fongicides de contact qui étaient uniquement sur la feuille, mais qui ne touchaient pas aux racines de la vigne. Et puis les marchands de produits ont inventé des fongicides systémiques qui vont jusqu'au bout de la racine. Et comme ce sont des fongicides, les mycorhizes sont des champignons et on les tue. Et ce qui fait qu'avec Lydia, quand on fait des études sur les racines, c'est extrêmement difficile de trouver de la mycorhize, au point d'ailleurs qu'à une époque, les scientifiques disaient que la vigne n'était pas une plante mycorhizée. Et nous, on a travaillé chez des gens qui étaient en biodynamie, en biologie, et on a vu les mycorhizes, ce sont d'ailleurs des endomycorhizes, et on les voit très très bien au microscope. Mais quand une vigne est traitée au systémique, c'est fini, il n'y a plus une seule mycorhize. Donc vous avez une vigne qui va très mal se nourrir, et qui va surtout avoir plein de stress, parce que c'est la mycorhize qui va aller chercher l'eau. Elle multiplie la longueur de la racine par 400, donc c'est un mycélium qui va chercher l'eau très profondément. Une vigne qui n'est pas mycorhizée, elle ne va pas vivre très longtemps. À 25 ans, 30 ans, il faudra l'arracher. Et c'est incroyable. C'est-à-dire au moment où elle commence à faire des grands vins. Et voilà, quand même embêtant. En fait, c'est au moment où son système racinaire, théoriquement, devrait être à son optimum. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez des vignes en meilleur état qu'autrefois? C'est-à-dire qu'en 30 ans, est-ce que vous avez vu les choses quand même évoluer favorablement ou pas? Heureusement, parce que si on n'avait pas vu des évolutions, je pense que soit on était fous, parce que continuer pendant 30 ans pour quelque chose qui ne marche pas, ça ne va pas. En fait, heureusement que c'est qu'il y a une prise de conscience de l'importance du sol et de ce que ça apporte au niveau pour le sol, mais aussi pour notre plaisir, pour le goût. Donc il y a une évolution, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que en fait il y a même une évolution qui est plus importante que ce qui est dit en fait dans les médias. Quand on dit la Bourgogne a 15% de vignobles en biologie et en biodynamie, mais en fait il y en a qui sont plus, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre. Dans ça. Ils le disent pas, mais quand vous discutez avec eux, nous, on travaille avec des gens qui n'utilisent pas de produits de synthèse, mais en fait, ils ne disent pas qu'ils sont en bio. D'accord. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a une évolution. Mais ça a été... l'évolution, nous, on l'a vu, quelque part, on est dans la cité du vin et on parle beaucoup de vin, mais je peux dire une chose, et on le dit très souvent, on remercie les vignerons d'avoir compris les premiers l'importance de la qualité, de la vie dans le sol, si on s'occupe d'un sol, qu'on lui redonne de la vie, donc le sol va redevenir comme une éponge, il y aura une peu de porosité, l'oxygène va pouvoir rentrer, l'air va pouvoir rentrer, la faune va se développer, donc on va vers un cercle vertueux, et les vignerons ont compris
nous ont soutenus et ont compris, puisqu'on a travaillé beaucoup plus au départ avec des vignerons, parce que je pense que ce n'était pas que pour, entre guillemets, je prendrais cette expression, nos beaux yeux, c'est qu'en fait, ils voyaient que leur sol allait mieux, que les vins devenaient plus complexes, qu'ils avaient même les pots, ils disaient que même leurs raisins se portaient mieux. Donc, et ils ont pu, et je pense que c'est le drame pour les autres types d'agriculture, c'est que les vignerons, ils sont toujours en contact avec le consommateur. Il y a l'étiquette, il y a le nom, on peut aller le voir, on peut voir sa vigne, on peut discuter avec lui. Donc ça a été vraiment un dialogue et un vigneron pouvait expliquer, moi, voilà ce que j'ai fait, peut-être que mon vin coûte un peu plus cher, mais ma vigne, venez la voir. Donc c'est un véritable dialogue qui s'est fait entre le monde du vin et le consommateur. Ce qui n'existe pas, par exemple, chez un céréalier qui va faire même du blé bio, mais vous savez, sa baguette n'est pas inscrite monsieur un tel. C'est le blé qui est mélangé. Donc, il n'y a pas du tout cette relation, cette connivence entre le consommateur qui goûte un produit, qui peut dire tu peux aller voir un tel, là, tu sais, il a un vin, regarde, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand vous achetez une baguette de pain, vous ne pouvez pas le faire. Alors justement, à propos des céréaliers, c'est un des secteurs agricoles où on peut mesurer la mauvaise santé des sols, c'est sur les rendements des céréales. Alors Claude, vous avez bien mesuré cette situation-là, du pic de rendement. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Disons que c'est vrai que quand avec le plan Marshall, on a amené les engrais dans l'agriculture, on a vu les rendements augmenter d'un quintal par hectare et par an, et ça a monté comme ça jusqu'en 84. Et puis à partir de 84, les rendements se sont stabilisés, alors que la génétique des blés continue à monter. Pour vous donner une idée, en 84, on travaillait sur la Beauce. Les gens avaient des blés avec des potentiels à 110 quintaux, ils faisaient 100 quintaux, ils faisaient partie du club des 100 quintaux, ça faisait très chic de faire partie du club des 100 quintaux. Maintenant, vous avez des blés à 150 quintaux et les mêmes bosserons, ils font 90. Donc, c'est-à-dire qu'avec ils ont des Ferrari, ils roulent sur des chemins de terre, donc ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux rouler en deux choses, ils iraient plus vite. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on nous avait annoncé 150 quintaux de blé pour l'an 2000, c'est ce qu'avait annoncé l'INRA, 150 quintaux de blé planifiable. Et on n'y est pas, c'est-à-dire que personne n'y est arrivé. Alors on sait que ça existe, puisqu'il y a un essai qui a été fait en Nouvelle-Zélande sur une pâture qui n'avait jamais été cultivée. Ils ont mis un blé à 150 quintaux, ils ont fait les 150 quintaux. Donc on sait que le potentiel, il existe. Mais c'est les sols qui sont incapables maintenant de l'exprimer parce qu'ils sont morts. Ils sont morts, voilà, c'est ça. Et puis donc ça ne sert à rien de continuer la génétique si vous avez un sol qui est incapable de suivre. C'est ça. Et la notion de rendement, pour nous, il y a une part de mensonge. Parce que le rendement qui a été augmenté comme ça après la guerre, c'est l'utilisation massive de la fertilisation, de l'azote, du phosphore et du potassium. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, ce cocktail fait que la plante, pour se défendre, quand on en utilise de trop, la plante, pour se défendre, elle va... Comme ça, elle devient salée à l'intérieur, puisque l'azote vient sous une forme de sel. Et quand la plante la cellule fait exactement ce que nous, on fait quand on a trop salé, on boit, on prend de l'eau. Donc la plante, la cellule, pour se défendre, elle va faire de la turgescence, c'est-à-dire qu'elle va se charger en eau, et cette eau va augmenter le rendement. Et quelque part... il y a un côté biaisé dans le rendement. Ce n'est pas un rendement agronomique, c'est en fait un rendement artificiel. Donc, quand Claude parle de blé planifiable, ben oui, les blés, s'ils sont trop gorgés d'eau ou certains, les fruits, ils se conservent moins parce qu'en fait, les cellules sont tellement gorgées d'eau qu'une salade, par exemple, elle va se flétrir très vite parce que la cellule est remplie d'eau. Donc, le rendement, quelque part, c'est une part de mensonge. Ce n'est pas réellement... le poids sec, la qualité voilà, la matière sèche est moins importante, c'est l'eau qui voilà. Simplement. Voilà, d'accord. Le problème, c'est que quand vous êtes obligé de sécher une céréale, par exemple le maïs, si vous le séchez dans des silos, comme ils sont trop gorgés d'eau, on les met dans des silos. Autrefois, on les mettait dans des cribles, dans du grillage. Les anciens, et c'était séché uniquement avec l'air du temps. Mais là, ils sont tellement pleins d'eau qu'on les sèche dans des silos. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire de cornflakes. C'est que la France est incapable de nourrir. Ça peut dire tous les cornflakes que les gamins mangent en France, c'est du maïs qui vient d'Argentine ou qui vient du Canada.
Parce que les nôtres non plus, ils sont uniquement pour les animaux, ils ne sont plus de qualité alimentation humaine. Alors c'est un peu ridicule de polluer nos nappes phréatiques pour faire du maïs qu'on ne peut même plus manger. Enfin, c'est Ubu roi, quoi. C'est ça. Ah, vous allez voir, l'entretien, on n'a pas fini. Non, mais on nous a tellement catalogué d'ayatollahs, de réactions. Mais vous avez su combattre tout le temps. Enfin, on a dit des choses qui n'étaient pas toujours entendables et à l'heure actuelle, hélas, ça nous donne raison, hélas. Quand vous avez créé votre laboratoire, il y a 30 ans, on vous disait, votre laboratoire, dans 2 ans, c'est fini. Oui, largement. 30 ans après, il est toujours là. Oui, on a passé des moments difficiles, mais il est toujours là. Mais je le pense sincèrement, hein, il aurait mieux valu qu'on se trompe, qu'on ait tort. Ça voudrait dire qu'on va bien. La planète, on n'aurait pas tous ces problèmes à l'heure actuelle d'écologie, d'environnement, de malnutrition dans le monde aussi, parce que les sols sont en mauvais état. On parle du mauvais état en France, mais les sols sont en mauvais état dans le monde entier. Dans d'autres régions du monde, parce que vous allez au Brésil, vous allez aux États-Unis, vous n'allez pas qu'en France. Est-ce que dans les autres pays dans le monde, les sols sont aussi dégradés ou même de pire état? On parle du Brésil en ce moment, par exemple, avec Bolsonaro. Est-ce que vous voyez des choses qui sont... Là, le Brésil, Argentine, c'est catastrophique. Ils ont développé ce qu'on appelle les OGM. En Argentine, Brésil, sur les soja OGM, maïs OGM, ils en sont à 12 litres de glyphosate à l'hectare, parce qu'ils ont des plantes qui sont devenues résistantes au glyphosate. Et comme ça ne suffit pas, ils rajoutent 4 litres d'atrazine, qui est interdit en Europe parce que c'est cancérigène. Et alors là, on a des sols qui sont complètement morts sur le plan biologique. Mais il n'y a plus rien, quoi. C'est hallucinant. Et je dis, en plus, ils envoient tout ça en avion. Je sais pas si vous voyez, 12 litres de glyphosate. Il y a les gamins de l'école qui jouent à côté, ils se prennent tout dans la figure. Non, les OGM, c'est une catastrophe écologique, mais ça rapporte tellement d'argent qu'on laisse faire, quoi. Oui, je veux bien. Merci. Claude parle de l'Argentine, mais dans certains pays, on est moins impacté par ça. Mais par exemple, l'irrigation, qui paraît être quelque chose d'absolument naturel, en fait, c'est responsable de le plus grand pourcentage de désertification des sols, parce que l'eau d'irrigation est une eau salée, et dans les pays chauds, comme ils commencent, pareil, à demander de l'irrigation, mais en fait, comme l'eau est chargée, ça dépose du sel, ça salinise les sols, et après, il n'y a plus de possibilité. Quand un sol est salé, vous ne pouvez plus cultiver. Il est stérile, oui. Il devient stérile. Et pourtant, c'est une technique, on pense que c'est une technique agronomique, c'est de l'eau. Oui, mais l'irrigation est responsable de la désertification, et on travaille dans certains pays où ils ont trop irrigué, où ils utilisent trop d'eau, et ça sèche, ça salinise les sols. Oui, en fait, on est dans un cercle infernal. Comme les sols ne sont plus vivants, il n'y a plus de galeries, il n'y a plus d'aération du sol, donc il n'y a plus d'oxygène. Donc qu'est-ce que font les racines? Elles remontent. Le vignoble européen est passé entre 1900 et maintenant d'une moyenne de 3,50 m de profondeur à moins de 50 cm. Donc quand vous avez une vigne qui est enracinée à moins de 50 cm, elle a soif. Donc les vignerons font pression pour pouvoir irriguer. Alors évidemment, l'AOC dit non, on n'irrigue pas en AOC. Du coup, on a des vignes qui meurent trop jeunes parce qu'elles font des stress hydriques tous les ans. Alors qu'une vigne qui est enracinée à plus de 3 mètres de fond, vous savez, il faut qu'il fasse vraiment très sec pour qu'elle commence à avoir un stress hydrique. Oui, on rentre dans un cercle infernal, quoi. Il faut sortir de ce cercle infernal. Alors, il y a un sujet qui est polémique, on va dire, entre bio et anti-bio en viticulture, c'est le cuivre. Et donc, on accuse les vignerons bio de polluer les sols avec le cuivre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez dans tout ça? Alors, merci de me poser cette question. Je pense que vous êtes un petit peu au courant, puisque vous m'avez dit que vous avez vu sur Facebook une des conférences qu'on a faites, mais que j'avais présentées à l'Académie internationale du vin. C'est l'objet de la question suivante. Mais donc, pourquoi le cuivre m'intéresse? C'est qu'effectivement, ça me pose un vrai problème par rapport à ce que la ministre de la Santé, puisque ça vient d'elle,
qui dit que le cuivre est toxique et hautement toxique pour les humains, entre autres. Déjà, ça m'a surprise parce qu'en fait, dans la littérature, pourtant on a cherché, on ne trouve aucune description de maladie à l'homme pour le cuivre. Donc ça, c'est la première chose. En plus, elle dit que les sols sont gorgés chez les vignerons de gorgés de cuivre et que le cuivre attaque en fait la vie microbienne, enfin la vie du sol. Donc là, ça nous a interpellés quand même, puisque notre laboratoire, LAMS, ça veut dire laboratoire d'analyse microbiologique des sols, donc de la vie des sols. Donc, comme ça fait 30 ans qu'on travaille et que on commence à avoir pas mal de données, j'ai dit, tiens, je vais... 10 000 fosses creusées, oui, c'est ça 10 000 fosses analysées, et je pense qu'on doit être à 15 000 ou 18 000 trous visités. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Donc là, j'ai dit, je vais vérifier, on va vérifier. Donc, je travaille avec l'université de statistique, de mathématiques et de statistique de Dijon. Parce que moi, les stats, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Puis au moins, ils sont indépendants. C'est pas moi qui parle, c'est eux qui vont parler avec les chiffres. Et donc, on a mesuré sur 30 ans, donc 1985 jusqu'en 2017, les taux de cuivre chez les vignerons et puis chez les autres. Mais bon, c'est surtout les vignerons. Alors effectivement, en 1985, 1995, le taux de cuivre était très important et nous, on l'a vu dans nos analyses, il y avait vraiment des valeurs de cuivre extrêmement importantes dans les sols. Et puis, en fait, le taux de cuivre ne cesse de baisser jusqu'en 2017. Alors bon, on n'est pas à zéro, hein, loin de là, mais en fait, le taux de cuivre baisse. Alors, déjà, première constatation, c'est que si c'était un métal lourd, comme il est dit, les métaux lourds, le plomb, l'arsenic, sont stockés dans les sols. En fait, ils sont très très longs à être détoxifiés. Et même si vous en rajoutez, normalement, ça doit s'additionner. Hein, si on en mettait 10, l'année d'après, on en met même la moitié. 10 plus 5, ça fait 15. L'année d'après, si on met la moitié, ça fait 17,5. Or, ce n'est pas le cas puisque ça ne cesse de baisser. Donc là, la première chose, c'est de dire, le cuivre, s'il avait été stocké en 85, on aurait dû retrouver la même quantité. J'aurais dû avoir une ligne à peu près, même horizontale, ou voire en train de monter, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que la faune, les microbes, le taux de matière organique va permettre de capter un peu plus le cuivre. Et puis après, je me suis intéressée, puisqu'on accuse les vignerons en biologie et en biodynamie, là, on a mis à part, on a fait l'étude biologie, biodynamie. Alors là, et conventionnel. Et conventionnel. Bon, les conventionnels, comme ils n'en utilisent pas, il n'est pas détecté de la même manière, donc il n'y a pas de diminution. Il y a diminution dans tous les cas. Et surtout, j'ai mesuré, on a regardé l'activité biologique, puisqu'on dit que le cuivre tue la faune. Or, dans les années qui remontent, surtout chez les biologistes et les biodynamistes, en fait, l'activité biologique monte. Donc, ça veut dire que le cuivre n'est pas responsable de la chute de l'activité biologique, ou lui tout seul. Et je travaille sur d'autres facteurs qui, eux, sont beaucoup, beaucoup plus nocifs, impactants sur l'activité biologique. Donc pour nous, c'est pas une vérité du point de vue du travail qu'on a fait sur les vignerons, sur la vigne et l'utilisation, puisque c'est surtout les vignerons en biologie et en biodynamie. Et on a participé à une réunion. On parlait du glyphosate, mais on parlait d'autre chose, et le cuivre. Et donc, il y avait la secrétaire de direction de Madame Buzyn qui disait que c'était beaucoup plus grave que ça. Je ne sais pas si ça a eu un impact, mais en fait, il était question de l'interdire totalement. On interdit le cuivre. Donc, on a dit, si vous interdisez le cuivre, il n'y aura plus de vignerons en biologie et en biodynamie. Donc, d'un côté, vous voulez de la biologie, puis de l'autre côté, vous allez les tuer. Donc là, il faut choisir. C'est ça.
le cuivre, comment se répartit-il dans les sols? Parce qu'en fonction des types de sols, il ne va pas agir de la même manière, il ne va pas réagir. Est-ce que vous voyez ces différences-là? Oui, là, les sols acides ont plus de cuivre. Apparemment, on a l'impression qu'ils sont moins détoxifiés. Tous les métaux en milieu acide sont beaucoup plus solubles. Sur un sol acide, vous allez avoir plus de fer en solution, plus de manganèse, plus de zinc, plus de cuivre. Tous les métaux ont tendance, à pH bas, à se solubiliser davantage. Alors que le calcium est au contraire un surfactant, il bloque ou il précise le cuivre. Il va rendre inerte en malachite, en carbonate de cuivre, qui est le malachite. Donc il reprécipite beaucoup le calcium. Sol acide, c'est les granites, les sables. Les schistes. Les schistes, voilà. Et là, c'est surtout la silice qui domine et l'hydrogène. Et là, ça solubilise. L'aluminium va être solubilisé aussi. Et puis pour le cuivre, il y a eu quand même un effort énorme. Moi, je ne comprends pas. Enfin, c'est des gens peut-être dans les bureaux, mais entre 1985, donc nous on a commencé en 89, mais en fait non, c'est 89, excusez-moi, les premières analyses c'est 89, je m'excuse. Et oui, j'en étais quand on était chez les vignerons, quand ils mettaient des papiers sensibles pour voir la quantité de produits qui étaient utilisés, 90% des produits, parce que les gouttes étaient trop grosses, parce que les pulvérisateurs étaient pas performants comme maintenant. Donc en fait, il y en avait énormément qui allaient sur le sol. Donc c'est vrai que là... On était dans quel ordre à peu près? Moi j'ai fait des mesures, on a fait des mesures au laboratoire de... 150 mg de cuivre par hectare, par kilo de sol. Donc c'est énorme. Donc c'est 90% de la pulvérisation. 90% terminé sur le. Quand on mettait le papier sensible, 90% était sur le sol, pas sur les feuilles. Alors que maintenant c'est l'inverse. Il y a 90% sur le feuillage et il y a à peine 10% sur le sol. Donc en fait, il y a eu un énorme effort, mais même pour les autres produits. Le monde viticole, mais même le monde agricole a fait un énorme effort aussi pour diminuer. Je ne les défends pas, je ne défends pas du tout ces produits. Mais là, cet impact sur le cuivre, c'est vrai que ça m'a fait voir rouge. On traitait à 600-700 litres de liquide à l'hectare, donc ça ruisselait sur le sol. Maintenant, avec les nouveaux pulvés pneumatiques, on arrive à traiter à 150 litres. Donc ça n'a rien à voir. Les gouttes restent vraiment. Puis avec le pneumatique, on soulève bien les seuils, donc on projette bien sous le feuillage. Parce que sous le feuillage, il y a les attaques de mildiou. Donc on est beaucoup plus efficace, donc on utilise beaucoup moins. Et on voit d'ailleurs le résultat, ça baisse. Donc c'est pas un métal lourd. Ce qu'on sait scientifiquement depuis le 19e, il y a que Mme Buzyn qui croit que c'est un métal lourd. Depuis le 19e, on sait que le cuivre est indispensable à la vie. Les landes, on a réussi à cultiver dans les landes. Pourquoi? Parce qu'on a mis du cuivre. C'est ça, les landes. Ça manquait de cuivre, oui. Et rien ne poussait. C'était des landes très très pauvres. Et on a rajouté du cuivre. Maintenant, on fait de l'agriculture. Donc c'est indispensable. Vous n'avez pas de cuivre, vous mourrez. C'est un cofacteur d'enzymes absolument vitaux pour votre organisme. Donc c'est pas un métal lourd, c'est comme le zinc, le manganèse, le fer, l'aluminium. Vous en avez besoin dans votre corps. Et il en faut très peu. C'est des oligo-éléments, voilà. Très très peu. Alors que le plomb, je ne conseille pas, même en petite quantité, de manger du plomb. Ça, c'est un vrai métal lourd. Et l'arsenic aussi. Et il n'y a pas de cycle microbien des métaux lourds. Il n'existe aucun microbe qui métabolise le plomb, l'arsenic, le mercure. Ça n'existe pas. Alors, on met un plomb dans le sol. L'aristocrate chinois qu'ils ont trouvé dans une baignoire de mercure là, qui a 3000 ans, aucun microbe ne le mangera jamais. Ils ont retrouvé son œil, ils ont fait étudier sa rétine, son estomac et tout, parce que c'est inattaquable par les microbes, le plomb. C'est pour ça que les flèches des cathédrales étaient faites en plomb. C'est pour ça que les jonctions entre les barreaux de fer, le fer n'est pas un métal lourd, il est attaqué par les microbes. Et pour que le fer ne se fasse pas attaquer quand on le rentrait dans une pierre, les anciens coulaient du plomb. Ils coulaient du plomb dans le contact pierre-fer. Et grâce à ça, le fer ne rouillait pas. Parce qu'ils avaient observé empiriquement. Donc tous ces métaux lourds, eux, effectivement, les microbes sont incapables de les toucher. Donc c'est pour ça que... Tout le reste, c'est métabolisé. Ils mangent le fer, ils mangent tout, le manganèse, le cuivre. Mais vous voyez comment on peut dévier juste parce qu'il en faut très très peu et de dire après, c'est un métal lourd. Et ça, c'est le marchand de produits chimiques qui attaque le cuivre, parce que c'est un concurrent pour nous, oui. Pour nous, c'est ça. Parce que c'est un produit qui n'est pas cher. Il est efficace. Il n'existe aucune résistance aux produits simples. C'est ça qui est intéressant. L'eau de Javel, depuis que M. Guiton du Morveau a inventé l'eau de Javel,
On n'a jamais trouvé un microbe résistant à l'eau de Javel. L'eau oxygénée, toujours efficace. Le soufre, c'est efficace. Le cuivre, c'est efficace. Alors que les molécules de synthèse, au bout d'un moment, les microbes ils deviennent résistants. Ils trouvent toujours une combine pour attaquer une molécule carbonée. C'est des carbones, même s'il y a des cycles, ils finiront par l'attaquer. Une molécule simple, ça va y toucher. Et les champignons n'aiment pas le cuivre. C'est là. Par contre, ils adorent le césium. Chacun ses goûts. Hein. D'ailleurs, en fait, quand même, si on réfléchit un petit peu, il y a encore des canalisations qui sont en cuivre. Oui. Et donc l'eau, on sait très bien qu'elle est capable de solubiliser. C'est connu. Donc, il y a quand même, si on réfléchit un petit peu, il y a quand même des aberrations. Il y a encore énormément de canalisations en cuivre, alors que toutes les canalisations, effectivement, en plomb ont été retirées. Donc, on va juste prendre ça. Si on dit ça... Dans les hôpitaux, on en est à remettre des poignées de porte en cuivre pour désinfecter les mains. C'est quand même étonnant. Oui, mais c'est... Voilà. Mais c'est pas toxique, c'est nettoyant, comme l'argent. Les gamins, on leur offrait une timbale en argent au baptême parce que l'argent désinsecte. Donc quand il quittait le sein de sa mère qui le protégeait par le système immunitaire, les enfants de gens aisés, bien entendu, avaient de l'argent. Les fils de rois avaient de l'or, qui est encore plus efficace pour maintenir propre votre boisson. Mais c'était réservé à des gens riches. Donc les enfants de riches avaient la chance de ne pas se réinfecter avec l'eau parce qu'ils vivaient dans de l'argent. Des choses simples, hein, c'est des choses qui sont trouvées depuis très longtemps. Mais c'est juste. Alors, dans vos études que vous êtes en train de mener avec l'Université de Dijon, vous êtes épaulé parce que vous êtes un petit laboratoire en Bourgogne. Et en fait, c'est une fondation suisse qui vous aide et qui paye ces... Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour comprendre? Est-ce que ça a un intérêt énorme, ces études? Oui, là, en fait, c'est une... comment est venue l'histoire? C'est une personne, donc suisse, qui a acheté, qui a un domaine pas viticole, un domaine agricole et d'élevage, et qui... on a travaillé pour elle et on discutait de... pas comme ça, de ce qu'on avait, et on avait ces données, et elle disait, mais c'est incroyable, toutes ces données, vous n'en faites rien. On dit non, on n'en fait rien, d'abord, on n'a pas le temps, et puis on n'est pas statisticien, puisque on mesure énormément d'impact et tout, et donc elle dit, mais si on peut vous aider, on dit, oui, on peut aider, mais bon, il faut faire appel à une université, et ça coûte beaucoup d'argent. Et... donc, elle a dit, mais nous, on a une fondation, c'est la fondation Prima en Suisse. On a une fondation, donc on va vous aider, on va vous payer, on va faire un accord avec l'Université de mathématiques de Dijon, donc sur 3 ans, puisque ça va faire 2 ans et demi. Donc, je pense que les résultats vont... le cuivre fait partie de ces résultats, entre autres. Et voilà, donc nous sommes aidés, la Fondation a payé 3 années d'études de mathématiciens à Dijon. Voilà, donc on peut remercier cette Fondation, parce que je pense qu'on va pouvoir publier certaines choses. Et voilà, donc on a été aidés comme ça. Ah oui, parce que c'est un fonds d'analyse que vous avez sur 30 ans qui est exceptionnel. Oui, je crois que le montant, alors pour des grosses maisons, c'est rien du tout, mais nous, petite entreprise, le coût est, je crois que, ça a été décidé, mais je crois que c'est entre 25 000 et 30 000 euros, donc nous, on ne les avait pas. Donc voilà, on n'aurait jamais pu le faire. Donc grâce à eux, on peut sortir le cuivre, entre autres. C'est une très bonne chose. Et alors, vous avez beaucoup travaillé sur la viticulture, mais vous êtes attaché à d'autres méthodes culturales, la permaculture, l'agroforesterie, le semis sous couvert végétal. Et d'ailleurs, vous vous battez contre le productivisme de l'agro-industrie, contre le productivisme agricole. Et quelles solutions apportent ces techniques de permaculture, d'agroforesterie, et notamment sur les grandes cultures? Je parle notamment le semis sous couvert végétal qui est très intéressant. Qu'est-ce que ça apporte? Si vous voulez, nous, on est toujours parti du milieu naturel pour comprendre comment marche un sol. Donc on a été travaillé dans nos régions, c'est la forêt, le milieu naturel. Mais chaque fois qu'on arrive dans un pays, que ce soit le Brésil, l'Afrique, l'Asie, on demande d'aller travailler dans une réserve pour voir comment fonctionnent les sols. Parce que
Les sols du Brésil, c'est les termites, c'est dominé par les termites, alors chez nous, c'est les vers de terre. Chaque sol, chaque écosystème a son mode de fonctionnement. Et c'est en étudiant ces milieux qu'on s'est rendu compte que la fabrication des humus se fait à la surface du sol, parce que tous les champignons, qui sont les seuls organismes qui attaquent la lignine et la transforment en humus, sont tous aérobies. Il n'existe pas de champignons anaérobiques. Heureusement pour la ville de Venise, qui repose sur des piliers de bois, s'il y a des champignons anaérobiques, elle aura déjà coulé la ville. C'est ça. Et or, le labour, qu'est-ce qu'on fait avec le labour? On enfouit la matière organique dans le sol, résultat, on ne fabrique plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système absurde en Europe, où en 1900, nous faisions que 2 tonnes de paille à l'hectare, on avait 4% de matière organique. Maintenant, on en fait 6 tonnes de paille et on n'a que moins de 2% de matière organique. Dès qu'on arrive à ce système, nous avons fait disparaître les champignons de nos systèmes agricoles, qui sont les grands agents de fabrication de l'humus. Donc comment expliquer à un céréalier qu'il faut arrêter de labourer? C'est déjà psychologiquement très compliqué parce qu'il y a encore des concours de labour. Moi, quand j'ai fait l'agro, il y avait une statue d'un illustre inconnu, c'était écrit dessous « Jamais le labour n'est trop profond ». Donc, vous voyez, le bourrage de crâne, il était violent. Là, vous arrivez, vous dites non, il faut arrêter de labourer. Et l'idée, c'est ne plus jamais labourer le sol, laisser donc les pailles sur le sol tout de suite après la moisson. On couche les pailles à l'avant du tracteur avec un rouleau et on sème derrière une couverture. Et cette couverture, pareil, on l'écrasera à l'automne et on sèmera le blé d'hiver. Juste avec un rouleau. Voilà, donc on laisse tout le temps avec un rouleau à l'avant du tracteur et un semoir derrière, on laisse, et le taux de matière organique monte. Le premier céréalier avec qui on a travaillé, il était à 1,7% de matière organique en 2000, il est maintenant à 4,6%. En n'ayant rien fait d'autre que d'arrêter le labour. Et donc c'est quelqu'un qui n'utilise plus de potasse, plus de magnésie, plus de phosphore. Il a divisé par 2 sa dose d'azote et il garde toujours les mêmes rendements à 80 quintaux. Et alors, il est passé de 125 litres de fioul à l'hectare à 25 litres, puisqu'il n'y a plus besoin de labourer, de défoncer la terre, ensuite casser les mottes, enfin faire tout un il y a boulot. tout le travail. Voilà. Là, ça simplifie énormément. Donc, petit tracteur, consomme peu d'essence. Donc, c'est faire un choc dans la tête des agriculteurs. On ne doit pas bouleverser. Le sol est un milieu très organisé, avec la zone pour faire les humus, la zone pour faire les argiles en profondeur, et les vers de terre qui mélangent argile et humus. Donc, il faut respecter cet équilibre. Et ça, on le fait avec la permaculture, on le fait pour les petites surfaces, on le fait avec le semi-direct sous couvert, avec les céréaliers. Mais c'est un choc pour eux. Et Claude, quand tu dis qu'on capte du carbone, cette technique, quand vous labourez, on dégage 1 tonne de CO2 à l'hectare. Hein. Alors que quand on fait du semi-direct sous couvert, déjà, on n'a pas cette tonne due à la charrue. Et on capte, puisqu'on augmente la matière organique, donc on capte du carbone. C'est un puits de carbone, le semi-direct sous couvert. Et les études disent que si tous les agriculteurs céréaliers passaient en semi-direct sous couvert, on diminuerait de 40% le dégagement de CO2 sur la planète. Or, on parle du réchauffement et de ce CO2 qui fait ce réchauffement. Donc, en fait, on a des possibilités de changer les choses et de façon simple. Pas tout à fait, parce que c'est une technique qui est compliquée à mettre en place. Hein, c'est pas facile. Un agriculteur passer du semi-direct sous couvert, du labour au semi-direct sous couvert, faut qu'il pense à une rotation. C'est obligé de faire de la rotation. Vous pouvez pas être en monoculture. Il faut penser à son couvert. Il faut apprendre à bien semer, parce que si la graine est dans la paille ou dans le couvert, elle ne va pas germer. Si elle est trop profonde, elle ne va pas germer. C'est une technique qui est compliquée, il faut l'accompagner, elle est sophistiquée. Et il y a, hélas, nous, on commence à nous demander d'intervenir dans des collèges ou de montrer certaines choses, mais c'est une technique qui n'est pas mise vraiment en avant. Et là, on va se faire encore une fois l'avocat du diable. Mais Claude a parlé moins de fioul, moins de produits, moins de fertilisation. C'est des techniques, beaucoup moins de matériel. Donc, c'est des techniques qui sont pas avantageuses pour certaines firmes. Et on a complètement descendu le semi-direct sous couvert parce qu'effectivement, au démarrage, les premiers semi-directs sous couvert, pour détruire le couvert, on utilisait du glyphosate. Donc, on a dit semi-direct sous couvert égale glyphosate. Donc, on va l'interdire, puisque le glyphosate, c'est vraiment une cochonnerie qu'on doit utiliser. Or, si on utilise un rouleau FACA, c'est un rouleau qui écrase le vent, vous n'avez pas besoin. Dans le nord de la France, le couvert gèle, donc vous n'avez pas besoin
Donc il y a plein de choses à travailler. Si on veut développer une technique qui est difficile au départ, il faut aussi que tout le monde travaille dessus. Vous arrivez à être entendu par les agriculteurs de plus en plus? Parce que... Oui, il doit y avoir au moins 4000 agriculteurs maintenant qui font du semi-direct sous couvert. Le premier, c'était en 99 dans l'Ain, ça je ne l'oublierai jamais. On lui a fait semer un blé dans 1,50 m de végétation, il avait peur, le gars, quand même. C'est quand il a vu tout ça, tout ce qui se couchait devant lui, il s'est dit, mais il ne va jamais germer mon blé. Il a très bien germé, mais il était, je vais vous dire qu'il avait peur. Il téléphonait, oh là là, il croyait que ça va marcher. Il y en a, puis ça marche dans d'autres pays. Hein. Oui. C'est pas dans les pays tropicaux, on fait semer dans 3 mètres de végétation. Hein. Le gars, il ne voit plus rien, il sème au GPS, parce qu'il ne voit rien devant lui. Hein. Il a 3 mètres de végétation, il a un mur végétal devant lui qu'il écrase avec son rouleau, mais il ne sait pas où il est en sa parcelle. C'est assez étonnant, hein. Non, mais c'est un vrai choc. Je pense que ça va être la grande révolution agricole. Pour la première fois, on a trouvé un système qui respecte la vie du sol et qui, du coup, ne dégrade plus les sols. En 7000 ans d'agriculture, nous avons fait 1 milliard d'hectares de désert. Depuis 1900, on en a refait encore 1 milliard, c'est-à-dire qu'on détruit la planète 60 fois plus vite que les anciens. Et là, pour la première fois, on trouve quelque chose qui arrête complètement l'érosion, en fait, en copiant le milieu naturel. Si vous voulez, l'agriculture, c'est une domestication d'un écosystème sauvage. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des animaux. Les végans ne se rendent pas compte que si on retire les animaux de France, on n'aura plus de fumier et les sols vont mourir. Dans la nature, il y a des animaux. Et donc, la polyculture élevage, ce que faisaient les anciens, l'équilibre agro-silvo-pastoral, c'est bien la reconstitution de façon domestique de l'équilibre naturel. C'est ça que fascine. Donc, il y a un intérêt aussi à avoir des élevages. Bien sûr. En plein air, évidemment. Il s'agit pas les mettre en industrie, mais en plein air. Quand on critique le semi-direct sous couvert aussi, mais ça, je pense que tout changement, s'il y a des vignerons en biologie, dès qu'on change une technique, j'aime pas le mot technique, mais en fait une manière de faire, eh bien en fait le sol, c'est comme vous quand vous êtes malade et qu'on vous change, qu'on arrête de vous perfuser et qu'on vous dit bon maintenant tu peux, enfin vous partez et puis vous allez courir, c'est pareil, un sol qui a été trop fertilisé, trop de produits, du jour au lendemain où pratiquement on lui dit bon, toi, le sol, les microbes sont plus les mêmes et tout. Donc, effectivement, les premières années, il y a une chute de rendement. Ça, c'est clair. Et il faut prévenir les agriculteurs. Je pense que si on fait un tout petit peu de politique, les subventions pour aider ces agriculteurs qui vont permettre d'avoir une agriculture durable, c'est là où il faut la donner. C'est là où il faut aider les agriculteurs ou le monde agricole qui change dans ces techniques-là pour les soutenir. Mais la FNSE ne va jamais vous suivre. Voilà. Et donc, en plus, il faut des petits tracteurs et puis des gros... Mais au bout de 5 ans, il y a quand même une chose, c'est que ces gens-là ont exactement le même rendement que ce qu'ils avaient avant. Donc ça veut dire que ça ne diminue pas les rendements, parce que c'est aussi une des critiques. On dit oui, mais ces techniques-là, il n'y a pas de rendement. Oui, mais si, il y a du rendement. Ça marche aussi. Voilà. Tout le temps que la microflore se rééquilibre, et en particulier que les champignons reviennent et refabriquent des humus. Ces champignons ont quasiment disparu de nos sols agricoles. Et c'est les 2 tiers de la microflore, les champignons à eux tout seuls. Les mycorhizes, tout ça, c'est fondamental. Donc, le temps qu'ils reviennent, pendant les 5 premières années, il faut aider, comme dit Lydia, il faut les aider. Il faut les aider. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je vous invite à acheter ce livre qui s'appelle Manifeste pour une agriculture durable de Claude et Lydia Bourguignon et qui raconte tout ça sur les sols, la vie des sols, comment on a bazardé les sols, l'érosion. Et il y a tout un chapitre sur le sol forestier. Et ça, j'aimerais que vous nous éclairiez un peu plus. Vous l'avez juste introduit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le sol forestier, qui est un sol primaire, sauvage, où on trouve des solutions justement dans l'agriculture? C'est Claude, est-ce que vous... D'ailleurs, les anciens avaient reconstitué la forêt sous forme de bocage, de haies. Ils avaient compris l'importance de l'arbre. L'arbre, c'est un organisme qui est unique, qui est extraordinaire. D'abord, c'est pas une plante. Nous, on nous enseignait encore en fac que c'était une plante. On sait maintenant que c'est une colonie, grâce à Francis Allais. On sait que ce sont des colonies végétales. Il y a un tronc commun et chaque bourgeon est un organisme vivant. Ils vivent en communauté. En fait, un arbre, c'est une communauté végétale. Il y a même des espèces d'arbres qui ont plusieurs espèces sur le même tronc. Et l'arbre a comme propriété, dans nos régions, en hiver, il fait froid, le sol descend au-dessous de 7 degrés, il n'y a plus rien, les microbes arrêtent de travailler, les arbres n'ont plus rien à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les marmottes, ils se mettent en hibernation.
Et il laisse tomber les feuilles, les branches mortes, etc. Et là, il y a tout le travail de la faune qui va manger ces feuilles et qui va les digérer. Les champignons vont attaquer, fabriquer les humus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbre, lui, il a un double enracinement. Il a un enracinement horizontal qui est juste sous la couche d'humus. Oui. Et on peut se demander pourquoi la sélection a fait que les arbres ont cet enracinement horizontal. Ben, c'est qu'au printemps, quand le sol se réchauffe, les bactéries vont minéraliser l'humus fabriqué par les champignons, vont libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate, qui est entraîné par l'eau de pluie, sera récupéré par les racines et renvoyé dans les arbres. Donc, première leçon de la forêt, les humus se fabriquent à la surface du sol, il ne faut jamais labourer. Deuxième leçon, comme mes racines sont sous la matière organique, elles récupèrent tout, le modèle sol-plante est fermé, il n'y a pas de pollution. C'est l'inverse de l'agriculture qui met la matière organique sous les racines, et donc ça pollue. Et ensuite, l'arbre, il a un deuxième système, si vous l'avez semé, si vous l'avez transplanté, c'est fini, qui est le système pivotant, qui va jusqu'à la roche, qui l'attaque et qui la transforme en argile. Et c'est les vers de terre qui vont aller prendre l'argile au fond, qui vont, par leur galerie verticale, mélanger argile et humus. Donc c'est un modèle extraordinaire, c'est un modèle de constitution du sol, fabrication de sol. Et puis, c'est eux qui rechargent les nappes phréatiques en eau. Quand il y a trop d'eau, quand il pleut trop, en fait, c'est le seul organisme vivant qui est capable en fait, de recharger les nappes phréatiques. Plus on coupe de forêt, plus on désertifie, moins il pleut et plus on assèche nos nappes phréatiques. Donc la forêt sera indispensable. Et d'ailleurs, dans les vignes, alors forêt ou haie, tout ce qui est arbuste marche. Et on voit. Et la vigne peut en faire partie ou pas? Parce que c'est une plante pérenne qui... Par contre, il y a une évolution par rapport à ça. Nous, on travaille avec des vignerons, à Bordeaux, entre autres, qui en fait remettent des haies, oui. Donc, qui ne gênent pas, qui empiètent pas sur la vigne. Sur la vigne, oui. Mais en fait, cette haie va jouer le rôle de ce qu'a dit Claude, c'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre aussi la faune, faire rentrer de l'eau, augmenter la porosité du sol. Donc en fait, on ne pourra pas faire une agriculture durable sans réintégrer les arbres. Et je pense qu'on peut parler de l'agroforesterie, voilà. Puisqu'en fait, ils sont exactement sur ce système-là. C'est-à-dire qu'ils vont diviser leurs parcelles alors pour que leur machine arrive à passer. Mais en fait, ils vont planter des arbres, là, carrément des arbres de belle venue. Donc, ça peut être du noyer, ça peut être du merisier, ça peut être du chêne. Et par contre, il faut que ça soit taillé correctement. Il faut que ça fasse un tronc. Il ne faut pas qu'il y ait des branches basses. Et en fait, il y a une association, là, il y a une symbiose entre la céréale et l'arbre. Et en fait, les céréaliers qui utilisent ça disent « j'ai pas de chute de rendement » et les arbres se portent très bien. Et donc ça, c'est sûr que ce n'est pas une agriculture. Les arbres, ce n'est pas pour soi, c'est pour les générations futures. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est une technique qui est aussi qui est une vraie qui rétablit les sols, qui permet c'est une autre voie pour avoir une agriculture durable. Et les haies, quand on les taille, en plus, ça amène le bois raméal fragmenté. Alors là, c'est grâce à Francis Allais, et Claude vous a expliqué, il a montré qu'il y avait des bourgeons. Mais là, nous, on a travaillé en Afrique, on travaille sur des sols désertiques, c'est-à-dire qui sont abandonnés par l'agriculture. Là, on insiste vraiment. C'est que quand les sols sont vraiment presque sur du caillou, en fait, on broie les rameaux de feuillus. Oui. Donc, il ne faut pas que ce soit plus gros que ça. On les broie et on les pose, on les met sur le sol, le peu de sol qui reste. Claude vous a expliqué que les champignons étaient très très importants. Les champignons vont se mettre dessus, vont attaquer ce bois raméal fragmenté et petit à petit vont faire du compost et vous refaites du sol. Donc c'est une restauration de sols morts qui sont abandonnés par l'agriculture. Donc là aussi c'est un message d'espoir. On peut remettre de la vie dans des sols qui sont abandonnés par l'agronomie. Et ça, c'est en Afrique que vous avez... Oui, mais on l'a fait aussi en France. Il y a des vignerons qui l'ont utilisé sur des sols qui avaient été très touchés par des abus de glyphosate, quoi. Et donc, c'était du béton. On ne pouvait plus faire de trous à la pelle. Et en fait, on a mis une couche de bois raméal fragmenté. Et ça, de BRF. Et la faune est revenue. Les champignons sont revenus. La faune est revenue. Mais c'est de la restauration. Quand on entend des maraîchers qui en mettent tous les ans, là,
Là, je pense qu'ils vont aller dans le mauvais sens parce que pour attaquer du bois, ça ne se fait pas en une année. Donc, il faut laisser autant pour que ça se décompose. Donc là, c'est vraiment de la restauration. On en met une fois et après, c'est fini. Alors, historiquement, d'ailleurs, il y avait... je me souviens, en agriculture, on remettait de la terre une fois par génération et on mettait du compost une fois par an. Je crois que c'est ça. C'est ce qu'on appelle le marnage. Le marnage. Par exemple, dans le Médoc ou dans les Graves, on allait chercher les argiles au fond de la Dordogne avec des bateaux à fond plat. Et avant une plantation, on mettait 30 tonnes d'argile à l'hectare. On mettait du compost, c'est-à-dire qu'en fait, on créait un sol, un complexe argilo-humique dans lequel la jeune vigne pouvait se développer et s'enraciner, puisque le terroir dans le Médoc, c'est pas les Graves. Les Graves, il n'y a rien à manger dedans. Et les Graves, ils servent juste à évacuer l'excès d'eau qui tombe sur Bordeaux. Oui. Et ça a été mis en valeur. Et c'est des argiles qui sont sous les Graves, qui sont à 3,50 m, 4 mètres. C'est là que la vigne s'enracine. Et faisaient ces fameux vins de Bordeaux qu'on ne buvait pas avant 10 ans, tellement ils étaient austères, mais qui après avaient des durées de vie absolument extraordinaires, parce qu'ils étaient enracinés à 3,50 m, 4 mètres dans de l'argile. Il faut imaginer que c'est un vignoble qui a été créé par l'homme. C'est les Hollandais qui ont tout drainé, C'était Medius Acus, c'est un immense marécage, le Médoc, avant que les Bordelais fassent venir les Hollandais pour drainer tout ça. Mais la vigne, comme elle était dans un tas de graves, elle n'arrivait pas à démarrer. Bon, maintenant, on a fait démarrer avec des engrais chimiques, sauf que l'enracinement, il ne descend pas comme il descendait avec la marne et le compost. C'était une technique qui était beaucoup plus astucieuse. Eux, ils avaient des vignes qui vivaient 2 siècles. Maintenant, à 25-30 ans, il faut tout retirer. On n'a plus ce respect de l'enracinement de la vigne. D'accord. Et alors vous d'ailleurs, vous touchez un peu du vignoble, puisque en dehors de votre laboratoire, vous avez votre propre domaine viticole à Cahors. C'est de sa faute. Oui, c'est de ma faute. Non, mais je reconnais, c'est de ma faute. Mais écoutez, on nous a sur un sol vierge. Oui, mais on nous a souvent dit, d'ailleurs, quand on commence à sortir nos premières bouteilles, et les gens nous attendaient un peu au virage en disant, c'est bien les bourguignons, vous conseillez. Combien de fois on l'a entendu, vous conseillez des agriculteurs, mais vous n'êtes pas agriculteurs, vous conseillez les vignerons, mais vous n'êtes pas vignerons. Et là, comme on avait installé quand même beaucoup de gens qui achetaient des terres, de la vigne, on a fait quand même énormément de plantations de vignes, pour des... j'ai dit à Claude, je veux mon vignoble. J'ai fait un gros caprice et effectivement, on est parti, mais pas complètement à l'aventure. On n'est quand même pas complètement... je ne suis pas complètement folle, même si dans la salle, il y en a qui pensaient que je le suis, mais on a regardé, Guyot parlait de ça. Ça a été un des démarrages, d'abord parce qu'on a eu un client qui était à Cahors et on a regardé son sol et on a dit, mais bon... c'est des sols quand même qui sont plus qu'intéressants. Et en lisant Guyot parlait de 2 vignobles. Ça va peut-être fâcher des gens, mais il parle de 2 vignobles. Il dit, il y a 2 très très beaux vignobles que j'ai rencontrés. C'est la Bourgogne et Cahors. Et donc là, on s'est dit, tiens, s'il a dit ça. Donc on a regardé, il y a des cailloux, il y a des restes de maisons de vigne. Et on a récupéré... pas cher, parce que autrement je serais bien restée en Bourgogne, mais j'ai vraiment pas les moyens pour m'acheter des terres bourguignonnes, ni même à Bordeaux, c'est pas les moyens, puisque là c'est des terres complètement à l'abandon et c'était de la friche, des arbres, des ronces, et on est parti effectivement d'un sol qui est quasiment vierge, et quand on a coupé ces arbres, ces ronces et tout, et que le sol s'est retrouvé à nu, eh bien, en fait, on a plein de rupestris du Lot qui a poussé. Donc, c'était bien un signe que c'était des terres à vigne. Voilà. Il n'y a jamais eu d'engrais, jamais trop de chimique, rien du tout. C'est un sol qui est abandonné depuis le phylloxéra. Depuis le phylloxéra. Voilà. Et le vin, vous le produisez, il s'appelle comment ? Alors, le vin, comme on reste sur le terroir, il s'appelle... Le blanc s'appelle, on a pris les noms, alors soit poétiques, soit grecs, soit de minéraux qui sont dans nos sols. Donc le blanc s'appelle Néphel et le rouge s'appelle Nigrine. Voilà. C'est très joli. Et le domaine s'appelle La Roque d'Antan, c'est le village de La Roque des Arcs à côté de Cahors. Tout à fait. Et comme on recrée
vignoble d'autrefois, puisqu'on est en train de restaurer les maisons. Il y a 3 petites maisons de vignerons qui sont chacune de 9 mètres carrés. Il y a un petit abri à mulets, il y a un puits. Enfin, il y a tout un petit... hameau, en fait. Non. Chacun avait sa parcelle. C'était une parcelle d'1 hectare. Le remembrement n'a toujours pas eu lieu dans le Lot. Donc vous êtes encore dans le remembrement de la Révolution française, 1 hectare chacun. Donc les gars, ils mettaient leur petite maison à mi-coteau. Oui, on les a retrouvés au milieu du bois. Au début, on les avait pas vus. Ils montaient du village et puis ils restaient, s'ils avaient de la taille à faire ou des choses, ils dormaient dans la petite maison. Donc on est en train de restaurer ces petites maisons. Et c'est assez étonnant, on garde les cailloux, enfin toutes les limites qu'il y a entre les parcelles. On remonte, on a 33% de pente, donc les raisins est remonté, on a 2 ânesses pour nous remonter les raisins, parce que on a plus 20 ans avec Lydia, donc on est content que ce soit les ânesses qui portent tout ça. Et coup de chance, dans le village de la Roque, au bord du Lot, il y avait un très vieux chai abandonné depuis le 18e, et qui était avec une cave voûtée extraordinaire. Donc on reconstitue vraiment ce qu'était le vignoble de la Roque des Arcs. Et alors, quels sont les cépages ? Mais il faut que je remercie, parce qu'au début, notre fils a dit, mais vous êtes complètement barge. Enfin, vraiment, là, on a tout entendu. Vous êtes trop rock'n'roll, comme il dit. Vous êtes trop rock'n'roll, et il n'est pas très rock'n'roll, mais en fait, il s'est piqué au début. Il trouvait qu'on s'en sortirait jamais. Mais je dois le remercier parce que... C'est lui qui s'en occupe. Non, on a heureusement un chef, parce que Emmanuel travaille avec nous aussi. Donc maintenant, il fait partie de notre entreprise. Et il a ses clients, vignerons, agriculteurs, et il travaille beaucoup sur une nouvelle chose, qui est l'agriculture urbaine. Donc il est énormément demandé par les villes pour essayer de respecter, quand il y a un lotissement, quelles sont les terres qu'on pourrait garder pour faire du jardin et quelles sont les mauvaises terres pour implanter des immeubles. Donc c'est pas mal quand même. Ouais. Il y a une recherche quand même des collectivités. Et tous les deux, on fait le vin. Donc il nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il n'est pas là, mais je le remercie. Voilà. Et donc les cépages, comme on est à Cahors, et on avait entendu beaucoup de gens, alors c'est pareil, on est toujours à contre-courant. Quand on a dit qu'on allait à Cahors et qu'on allait faire du Malbec, les gens ont dit non mais ça va bien là. Le Malbec, il a une très mauvaise réputation. Le vin de Cahors, Malbec, le Carte Noire, c'est pas bon et tout. Et nous, on a pensé qu'il n'y a pas de mauvais cépages. S'ils sont bien adaptés au sol, et si le Malbec était si présent à Cahors, il y a certainement des raisons. Donc on a dit, on va faire du Malbec. Donc on est parti encore. Et donc Malbec et des cépages abandonnés autour du Malbec et du Cabernet Franc. Et pour les blancs, alors il n'y avait pas de tradition. Et là, on a été chercher dans Guyot. Guyot parlait de certains cépages. Donc, on est sur une base Sauvignon et on est sur des cépages rares, le Mosaque gris et le Mosaque rose. Et un cépage, heureusement qu'il y a M. Plajol qui l'a sauvé, le Verdanel ou la Verdanel. Je crois qu'il en a 1 hectare et c'est le seul qu'il y a en France. Donc, on en a un petit peu. Voilà. Merci M. Plajol. Merci M. Plajol. Oui, il a sauvé beaucoup de cépages. Oui. C'est un grand monsieur du vin. Alors, avant de terminer cet entretien, est-ce que vous avez encore des projets des choses qui traînent dans la tête en disant ça, je veux faire ça? Oui. Les livres, il faut qu'on écrive maintenant. On a un petit là. Oui, on écrit un gros sur les sols et les vins. Voilà, les sols et les vins. On a quand même parcouru la planète et expliqué un peu ce que nous, on a observé au cours de 30 ans sur la relation qu'il y a entre les sols et les vins. Voilà, ça c'est le prochain bébé. Et puis peut-être un dictionnaire, si Dieu nous prête vie, dictionnaire d'agriculture pratique et durable. Voilà, si on a assez de temps. Alors ça, c'est... Vous avez 4 mains, ça va. Non, mais on fait les brocanteurs depuis 40 ans et on a maintenant tous les dictionnaires agricoles français depuis le 17e. Et donc, on voudrait reprendre tous ces dictionnaires. C'est passionnant de lire ce qu'ils écrivaient au 17e, 18e. Il y avait un sens d'observation du terrain. Et donc, faire la synthèse de tous ces dictionnaires. Ouais. Et en faire un dictionnaire d'agriculture pratique. C'est-à-dire à quelle profondeur on met la graine, quelle orientation on met. Des choses vraiment pratiques et durables, c'est-à-dire des choses qui vont durer, pas des choses qui vont ruiner les sols. Voilà, c'est notre... Si Dieu nous prête vie. J'espère qu'il va nous prêter vie. Oui. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous deux.
Alors, Merci on a un pour petit votre temps écoute. d'échange. Merci. Donc, ceux qui souhaitent poser quelques questions, n'hésitez pas. On va rallumer un peu les lumières pour y voir plus clair. Et des micros vont circuler dans la salle. Alors, il y a plein de bras qui se lèvent. C'est formidable. Où sont les micros ? Alors, nous avons un nouveau micro ce soir. Donc, certains l'ont déjà vu début décembre. Donc, alors, il faut le positionner comme ça. Il faut se le lancer du coup dans le public. Donc, on va essayer. Vous allez voir, c'est assez amusant. Ça marche très bien. Voilà, c'est l'UBB qui doit le... Ah, c'est excellent. C'est pas une blague. Très joli. Très parfait. Allez-y, monsieur. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très Bon. bien. Vous n'êtes pas obligé de crier, hein, ça va. Oui. Je sens que je vais ressortir mes couverts en argent, puisque j'ai vu que ça faisait du bien. Un jour, j'ai discuté avec un propriétaire d'un cru classé de Saint-Émilion qui s'était lancé dans la biodynamie. Et donc, je lui demande d'une manière un peu coquine, mais je lui dis, mais tu es déjà en Saint-Émilion, c'est bien. En plus, tu es en grand cru et tu es même en grand cru classé. Qu'est-ce que tu allais t'emmerder avec la biodynamie? Il m'a répondu simplement, j'ai utilisé la biodynamie parce que le sol était mort. Et je me suis dit, tu as un sol mort et pourtant tu as l'appellation et pourtant tu es cru classé, comme c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de proposer à l'INAO et l'avis des sols alors dans le cahier des charges? Voilà. Ben là, oui, c'est vraiment le sol et le parent pauvre. Mais depuis toujours, puisqu'en fait, quand il y a eu Il y a eu la création de la AOC Capu. la création, Capu cherchait son nom. Donc ça y est, toi tu le trouvais, moi je ne le trouvais plus. Vas-y. Capu, quand il a décidé de faire les AOC, c'était un homme politique, il connaissait l'être humain, il savait que l'être humain, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit au Canada. Et donc il a décidé de mettre des devoirs sur la quantité de sucre et sur la chaptalisation, pas le droit de chaptaliser au-delà, parce qu'il savait que les gars... il mettrait du bonbon, comme on dit. Et puis, il a pensé à la notion de cépage. C'est-à-dire, il a dit chaque région doit garder les usages joyaux, locaux et constants. Il y a une chose auquel Capu n'a absolument pas pensé, c'est le sol, parce qu'à l'époque, tous les sols étaient cultivés à cheval ou même à main d'homme. On mettait du fumier, c'était tout. Il y avait du cuir et du soufre, et puis ça s'arrêtait là. Donc, je travaillais avec les bœufs, les mulets. Donc, il n'a mis absolument aucune règle. Il ne pouvait pas imaginer que les hommes inventeraient des produits qui détruiraient les sols. Donc il n'a rien mis, ce qui sait qu'il n'y a rien sur les sols dans les chartes des AOC. Dans les cahiers des charges des AOC, il n'y a rien sur les sols. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu énormément de remaniements sur les AOC ou le cahier des charges, et on parle quand même encore pas assez pour nous. Alors c'est sûr, on défend peut-être notre profession, mais on ne parle pas beaucoup du sol, hein. Il n'y a pas de directive européenne pour la protection des sols. Là, je ne parle pas que pour les vignerons. Il y a une directive européenne pour l'air. Vous n'avez pas le droit de faire plein de choses. On a forcé les usines à mettre des filtres et tout. Il y a une directive pour la protection de l'eau. Il n'y a pas de directive européenne sur les sols. Elle a été retoquée en 2014. Ça a été repositionné au niveau de la CE. Elle a été retoquée. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les sols, on ne vous dira rien. C'est que votre conscience qui va dire quelque chose. Mais on peut rien vous dire. On ne peut pas vous attaquer. Merci. Parce qu'en fait, le sol, il est en propriété privée. Et comme nous sommes dans un système capitaliste qui est privé, vous faites ce que vous voulez avec votre propriété. Voilà. Alors que l'eau, elle est commune et l'air est commun. Donc, il y a des directives européennes de semer le sol. Si vous avez envie de tuer votre sol, vous tuez votre sol. C'est votre problème. Hein. C'est pas le problème de la... Ce que je trouve ridicule, parce que ce sol, il sera cultivé ensuite par d'autres générations. Mais bon, on n'en est pas encore là en Europe. Merci. Ah, il y a d'autres bras qui se levaient là-bas. Il faut le lancer très fort, ce qui est de l'autre côté. Là-bas. Même rang. Allez-y. Voilà. Wow, ouais, bravo. Il y a une tradition de rugby dans le sud-ouest quand même. Ouais. Merci de m'avoir fait briller. J'ai juste une question sur la transmission de votre savoir, de tout ce que vous savez, ce que vous avez fait. Est-ce que vous enseignez? Comment vous avez l'intention de faire passer les différents éléments que vous savez à d'autres et aux autres générations? Voilà, ça va être compliqué. Déjà, si les livres,
Enseignement, on nous demande de temps en temps d'aller dans des lycées agricoles, mais le laboratoire, les expertises, ça prend beaucoup de temps. Hein. On est sans arrêt sur la route ou dans les avions. Donc Emmanuel poursuit, mais je pense que les livres, c'est une manière de... On pérennisera, on dira ce qu'on vous vient de vous dire, et puis en mettant beaucoup plus de choses. Il y en a un qui est en écriture, mais qui est plus sur l'agriculture et une réflexion. Il y en a un là qui devrait sortir, je pense, à la fin de l'année prochaine, et après on attaquera celui sur la vigne. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais c'est vrai que l'enseignement qui était donné autrefois sur la microbiologie des sols agricoles, pour le moment, c'est plutôt en stand-by. Il y a un enseignement de la microbiologie des milieux sauvages à l'université de Nancy, où vous pouvez faire une formation, mais c'est vrai que ce que moi j'ai appris, c'est-à-dire comment on isole à partir d'un sol agricole des azotobactères, des nitrobactères, des nitrosomonas, etc. L'art de comprendre, c'est vrai que c'est très peu enseigné. Il y a les travaux pratiques en microbiologie des sols dans les lycées agricoles. Pas beaucoup. C'est réduit à une peau de chagrin, quoi. C'est dommage, hein, parce que c'est très intéressant de voir des sols où il y a tel microbe, et si vous arrivez sur un autre sol, c'est une population microbienne complètement différente. Et c'est encore très mal connu. 95% des microbes, nous ne savons pas les isoler en milieu artificiel. Il y en a entre 100 millions et 1 milliard par gramme de sol. Vous imaginez la complexité de ce monde. C'est vraiment le grand continent inconnu de cette planète, c'est le sol. On ne connaît pas la faune et les microbes du sol. On étudie beaucoup, on met beaucoup d'argent dans l'étude de l'atmosphère, dans l'étude de l'eau, des océans. L'investissement financier en connaissance du sol est extraordinairement réduit. Il y a très peu d'argent qui est mis dedans. C'est dommage. C'est un milieu le plus complexe et qui nous nourrit quand même. Hein. Oui, ça c'est... Il y a d'autres questions, il y a une dame. Ouais. Allez, rugby. Hop. Ou foot, je sais pas. À l'aise. Bonsoir. Vous parliez de rendement. Quand on a de la vie dans les sols, le rendement ne baisse pas. Je vais parler un peu de vin, mais il y a eu une mode il y a quelques années de dire qu'il faut faire des faibles rendements pour faire des vins de qualité. Si on a de la vie dans les sols, c'est pas vrai ? Alors, les faibles rendements, pas toujours. Enfin, je veux dire, c'est une erreur. Si vous avez un sol qui va produire naturellement, si vous allez brider la vigne, de toute façon, elle posera des problèmes l'année d'après. C'est en fonction de votre sol. Si vous avez un sol qui est pauvre pour faire le rendement qu'on veut, à ce moment-là, vous allez la fertiliser. Mais il y a des sols qui, naturellement, sans rien faire, font peut-être des rendements presque supérieurs. Mais plus vous allez le brider, plus, en fait, ça posera un problème. C'est tel que vous allez stresser. Mais ça, c'est la connaissance de votre sol qui vous dira... c'est pas peu de rendement égale grand vin, c'est pas vrai, c'est faux ça. C'est pareil, c'est une vision, c'est qu'on ne s'occupe pas de la connaissance de votre sol. Si effectivement vous êtes dans des sols qui pour nous sont pas des sols de vigne, il va falloir la calmer parce qu'effectivement vous allez avoir des rendements énormes et donc on va enherber, on va tailler, peut-être serrer, mais vous avez des sols qui naturellement, même pas avec des grandes profondeurs de sol, qui produisent parce que vous avez des argiles de grande qualité, parce que le sol permet de faire un certain rendement. Donc nous, on n'aime pas, Claude, de dire ma vigne, il faut qu'elle fasse tant. C'est aussi votre sol qui vous dira, voilà, il faut. Voilà. Disons qu'il y a quand même une limite supérieure. Disons, ce qui est pratique en agriculture, c'est le chiffre 4. Vous dépassez 40 hectos en vin, au fur et à mesure que vous allez monter au-dessus de 40, la qualité du vin va commencer à baisser. Au-dessus de 4000 litres de lait par vache et par an, la qualité de votre lait va baisser. Au-dessus de 40 quintaux en blé, la qualité panissable du blé va commencer à baisser. Cela dit, ça commence à baisser. À 100 hectos, c'est fini. C'est très difficile de faire un grand vin à 100 hectos. Pourtant, en 82, il y avait des grandes propriétés médocaines qui faisaient 100 hectolitres à l'hectare. Mais oui, mais là, après, il y a l'énologie qui est très, très utile. Non, mais là, quand tu dis ça, c'est une moyenne.
Parce qu'il y a des cépages blancs qui sont plus productifs sur le même sol, pas presque le même sol. Tu peux pas, enfin, il faut comme dit Lydia, il faut pas descendre trop bas non plus. Il ne faut pas descendre trop bas, il ne faut pas brider, il faudrait pouvoir savoir, mais ça, est-ce que quelqu'un le ferait, de savoir sans faire de vendange en verre, après la taille qu'on veut faire, qu'est-ce que produit la vigne. On voit des gens qui disent, j'ai fait tomber 50% des raisins, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on a trop gavé la vigne, ou le sol est trop fertile et à ce moment-là, il faut faire autre chose. Mais ce n'est pas normal, et ça on le voit dans des propriétés où ils font tomber 50% des raisins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces 50% sont remis au sol, donc de toute façon ça refertilise le sol, et quelque part, au bout d'un moment, ça devient un cercle infernal. Donc voilà, il faut... c'est pas... J'aime pas le chiffre, il faut que je fasse ça... Et puis il y a une année, vous allez faire plus, et puis l'autre année, vous ferez moins parce que le cépage ou porte-greffe supporte moins. Il y a tout ça. C'est quand même pas une machine, hein, la vigne. Hein. Et le climat, c'est pas une machine. Puis le greffage a augmenté les rendements. Hein. En vignoble, le vignoble, avant d'être graissé, il faisait 15 hectos. Le graissage, c'est connu, hein, ça s'appelle la vigueur hybride. Pour faire des grosses pêches, on graisse. Hein. Le graissage a été trouvé dès l'époque égyptienne. Donc, à partir du moment où on a graissé avec le phylloxéra, on a doublé les rendements en France. Pas hormis tout engrais. Hein. Le simple greffage a doublé les rendements. Donc, vous ne redescendrez plus jamais à 15 hectos hein, du fait du greffage. Ce serait intéressant d'ailleurs de revenir sous des francs de pied dans le Médoc ou dans les Graves où il n'y a jamais eu de phylloxéra. Il y avait d'autres questions. Oh, il y en a jusque là-bas, mais alors là, je ne sais pas comment vous allez envoyer ça. Non, mais la dame, tout à l'heure, elle... Voilà. Oh il y a une passe, là. Bonsoir. J'avais 3 petites questions. La première, alors c'est peut-être ma génération, je suis un petit peu flippée. Vous parlez de 30 années de recherche et de données que vous stockez. Est-ce que vous les protégez, ces données ? Je suis parano, mais on parle de lobby, ils ont aucune limite, on voit bien. Est-ce que vous avez mis tout en place pour protéger vos données ? C'est-à-dire ? Je me mets à la place, je suis peut-être parano, hein, mais je ne sais pas, qui s'informe apprend que quand même les lobbies et les forces contraires ont beaucoup de pouvoir. On apprend aussi les attaques numériques. Pour moi, ces données, c'est de l'or. Oui, non, mais pour notre c'est survie. que du papier, hein, elles sont pas... Non, elles sont non, ça me fait encore plus flipper. Non, elles ne sont pas sur un papier, elles sont dans un ordinateur. Ouais. Oui. À la maison chez vous ou vous avez oui, chez nous. Double... Bah, oui. D'accord, moi je suis en méga panique. Vous allez avoir de la visite dans 8 jours. Vol d'ordinateur, je pense. Non, on l'a mis sur un autre disque, mais bon, c'est vrai que j'y pense pas. Enfin, oui, j'y pense pas. Ouais. Bah alors, pour m'aider à dormir pour la suite de ma vie. Donc, je vous promets que je vais faire quelque chose. Oui, faut le confier. Je pense qu'à l'université, je ne suis pas de mathématicien, enfin, en tout cas. Mais à l'université, elle a normalement, avec la fondation, elle est tenue à ne pas divulguer ses résultats sans passer par nous. Parce que c'est ça, c'est autre chose, c'est pour la diffusion, mais tout ce que vous avez cumulé en données, il faut faire accompagner parce qu'il faut les faire sécuriser, les faire sauvegarder. Non, mais elle vous vend un système de... Non, pas du tout, c'est pas mon métier, mais c'est hyper important pour moi. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, pour moi, c'est important parce qu'ils sont complètement fous, moi je pense, hein, donc sincèrement. Non, c'est vrai. Le deuxième point, c'était sur le peu d'argent. Vous parlez du fait que vous avez peu de financement. Pardon. Vous avez peu de financement, peu d'aide. On en a, sauf là, cette fondation. Voilà. Mais bon, sincèrement, quand on regarde d'autres montants sur d'autres sujets, c'est ridicule, 30 000 € par rapport à l'importance du sujet. Ben oui, mais on les avait pas. C'est scandaleux même, je dirais. Mais oui, mais on n'avait pas les 30 000 €. Non, mais je sais, vaut mieux ça que rien. Mais il vaut mieux ça que rien, oui. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait permettre de faire décoller ce sujet pour avoir autant de couverture presse mondiale et d'attirer les gros financeurs, etc., sur ce sujet ? C'est pas notre tasse de... Enfin, on n'y pense pas. Voilà. Mais personne vous accompagne là-dessus non, personne. La recherche de financement, les fondations sur là, on était un peu en recherche de financement parce que ça faisait quand même un moment que les gens disaient « Mais attendez, les bourguignons ». Parce qu'on a été beaucoup attaqués aussi, parce que quand on parle dans les conférences... En fait, on donne des chiffres par rapport à nos données, nos moyennes et tout. Et la critique, c'est de dire, je pense qu'elle a été, oui, mais vous dites des choses, mais vous n'avez jamais rien publié, donc
Alors que nous, on publie, l'INRA publie, les scientifiques publient. Et on dit, mais nous, on n'est plus scientifiques et on n'est plus à l'INRA. On travaille déjà pour les agriculteurs et ça, c'est en plus de notre travail. Et donc, il y a un moment, je dis à Claude, il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce que la moyenne et puis le T de student, c'est un peu... puis avec le nombre de data, de chiffres qui s'imbriquent, l'activité biologique en fonction du pH, mais avec un pH acide ou un pH basique, avec un sol argilo-calcaire, avec 20% de... Enfin, c'est d'un compliqué. Et donc au début, on a dit, on va prendre un stagiaire. Mais bon, les stagiaires, c'était un peu compliqué. Toujours par cette université de Dijon, mais très vite, ils ont perdu les pédales, là, parce qu'il faut quand même... Et c'est en discutant qu'on disait, bah oui, mais on n'a pas... Ouais, si on le fait. Et donc, on a posé la question à des mathématiciens qui ont dit, mais c'était même plus cher. Un privé, c'était beaucoup plus cher que 30 000 €. J'ai dit, mais on va les trouver où? Et c'est dans la conversation que cette fondation a dit, donc on marche, on va vous le payer. Voilà. Ça s'est fait comme ça, mais on ne cherche pas de l'argent partout, hein. C'est pas le truc. Non, mais on cherche des microbes, nous. C'est tellement important. C'est tout. Ce sont les amis des lombrics. Non, mais c'est un peu l'équivalent des lanceurs d'alerte, donc il faut diffuser largement pour que ça se diffuse. Quoi. Ah, attendez, il y avait des questions en haut. Non, mais il y en a une là-haut. Il y a un 40 mètres là à faire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir. Là-haut ? Donnez un coup de pied, ça ira très bien. C'est pas mal. Waouh, mais il y a des gens hyper sportifs. Non. Hein. Il y a des gens hyper sportifs. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez parlé des vers des terres et des termites qui permettent de mélanger l'humus et l'argile. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres insectes qui permettent ce mélange? Et aussi, est-ce que le fait qu'on en ait en grande quantité vient augmenter la fertilité de notre sol? Des seaux de lombric. Non, ça, on ne sait pas. Personne n'a jamais su élever et inoculer un sol avec des lombrics. Ils refusent d'être élevés. Et le seul ver qu'on arrive à élever, c'est le ver rouge du fumier, Essenia foetida, mais vous mettez dans les sols, il meurt. Il ne vit que dans les excréments des animaux et dans les fumiers. Disons que le problème, c'est qu'on n'a pas fini d'étudier la faune du sol. Un pays comme la France n'a pas fini d'identifier toutes les espèces de vers de terre que nous avons. Donc, vous voyez, on en est vraiment au b.a.-ba. Alors, dans les espèces, il y a les espèces qui vont... le gros des espèces mange la matière organique, fait des excréments, donc ils la réduisent en éléments très sains. Là-dessus, les champignons attaquent et vont transformer ça en humus. Alors, il y a l'humus, il nous faut une faune qui va nous chercher l'argile en profondeur pour la mélanger à l'humus pour faire le sol. Donc, plus vous aurez de faune et plus la vitesse de formation de votre sol va s'accélérer. Nous, on voit par exemple dans des milieux comme les milieux équatoriaux, avec les termites, c'est impressionnant. Dès que vous remettez du bois raméal fragmenté, vous arrivez à faire pousser les sols de plusieurs centimètres par an. C'est pas micrométrique. Les pédologues qui vous disent qu'il faut 1000 ans pour faire un sol, c'est complètement faux. On arrive à faire changer la couleur d'un sol, c'est-à-dire passer d'un sol jaune, qui signifie qu'il est en hydroxyde de fer, qui ne respire pas bien, en un sol rouge, en oxyde de fer, en 5 ans. Uniquement avec des microbes et en passant en biodynamie. C'est-à-dire que les microbes sont capables, en 5 années, de faire rentrer de l'oxygène, enfin les microbes et la faune, de faire rentrer de l'oxygène dans le sol et de lui changer sa couleur. Donc, si vous voulez, les mécanismes, les gens ont du mal à réaliser, mais les microbes, il y en a dans un sol vivant 2 à 3 tonnes à l'hectare. Ils ont 350 fois plus d'activité biochimique que nous. D'accord ? C'est l'équivalent énergétique de 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète. Et nous faisons comme si ça n'existait pas. On remplace tout ça par des engrais chimiques, ce qui est complètement débile, parce que les engrais chimiques brûlent la matière organique. Ils appellent ça des engrais, mais ils nous mentent, ça dégraisse les sols. Vous voyez ? Il faut faire attention au langage. On vous parle de variété. Il n'y a plus de variété, on ne vend que des clones. Donc, vous voyez, il y a tout un mensonge agro-industriel auquel il faut tendre l'oreille parce qu'ils vous mentent constamment. Ils vous parlent de produits phytosanitaires alors que ce sont des poisons. Un produit phytosanitaire, c'est quelque chose qui soigne. Un poison, ça tue. Ça tue l'herbe, ça tue les champignons, mais ce n'est pas phytosanitaire, d'accord ? Un produit phytosanitaire. Le purin d'ortie ou une tisane de prêle est effectivement un produit phytosanitaire. Il renforce le système immunitaire de la plante. Mais on n'en parle jamais.
On vous parle uniquement de poisons et on vous dit que ce sont des produits phytosanitaires. Non, ce sont des poisons. Donc vous voyez, on est dans un système qui est très compliqué parce qu'on nage dans le mensonge. Donc il faut apprendre à lire les choses comme il faut. Ce n'est pas des OGM, c'est des chimères en génétique. C'est des organismes qui ont un ADN qui n'appartient pas à la même famille. Et ils appellent ça des organismes génétiquement modifiés. Tout ce que vous avez en agriculture sont tous des organismes génétiquement modifiés. L'homme, depuis 7000 ans, modifie toutes ces cultures. Mais ce sont des vrais OGM. Le reste sont des chimères. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Mais sachez que si vous relancez l'activité biologique de votre sol, vous travaillez. Le travail d'un agriculteur, c'est le même travail qu'un vigneron qui fait son vin. Quand vous faites votre vin, vous faites quoi? Vous gérez une population de levures et de bactéries qui vont fermenter. Vous allez d'ailleurs entendre la puissance fermentaire. Ça chante dans votre foudre. Ça vous montre la puissance incroyable énergétique des levures qui sont capables de... On a l'impression qu'on a mis la chaleur sous le foudre et que ça bouillonne, tellement l'énergie biologique est forte. Dans les sols, un sol vivant, il va se soulever comme le levain d'une pâte. Quand le boulanger pétrit sa pâte, il permet aux levures de travailler et la pâte va gonfler. Le sol, il fait pareil. Quand vous relancez la vie d'un sol, le sol se met à gonfler. Très impressionnant. Hein. Ce n'est pas des petites activités biologiques. C'est vraiment une énergie biochimique immense. C'est eux qui règlent la pluie, c'est eux qui règlent la teneur en sel des océans. Les microbes règlent tout sur cette planète. Et nous les considérons comme des ennemis qu'il faut tuer à coups de produits chimiques. Mais on est complètement la tête à l'envers. Merci, Claude. On prend une dernière question. Une dernière question, d'accord? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais connaître votre avis concernant les produits compost qui sont mis à nos dispositions, d'origine, en l'occurrence, des déchetteries, comme point de départ, un mulching sur lequel on pourrait cultiver. Alors là... Est-ce qu'on peut utiliser ces composts-là comme point de départ d'une épaisseur de matière organique sur un sol que l'on laisse en l'état et sur lequel on puisse planter? Écoutez, là, dans les composts, il n'y a pas vraiment de... Il y a d'excellents composts, il y en a d'autres qui sont moyens, mais en plus, je pense que quand vous parlez est-ce que vous parlez vraiment d'un compost? Un compost, normalement, il doit y avoir de la faune. Et, il y a du mycélium à l'intérieur. Quand vous allez le chercher, il est blanc, recouvert de mycélium. Mais c'est quelque chose que vous achetez ou c'est un agriculteur? Ah non, que l'on achète, oui. Vous achetez. Bon, alors peut-être, est-ce qu'il sent bon? Dans les composts, il n'y a pas de règles. C'est très très compliqué, c'est pas comme dans un produit de fertilisation où on vous dit le pourcentage d'azote que vous avez, le nombre d'unités que vous avez, la potasse et le phosphore. Dans un compost, c'est extrêmement compliqué puisque c'est de la vie et il n'y a pas de normes là-dessus. Donc il y a des composts qui sont vendus qui ne sont pas forcément d'une qualité extraordinaire puisque nous on fait des analyses de compost, des gens qui achètent du compost et qui nous disent c'est du compost. Et puis, il faut faire une différence, c'est entre amendements organiques, par exemple les bouchons ou les pellets, c'est des amendements organiques. Normalement, ça ne devrait pas porter le nom de compost, parce que c'est passé, soit ça a été compressé, soit ça a été séché, et donc, c'est un amendement organique, c'est bio, c'est un amendement organique. Mais là, vous dire, est-ce que c'est bon, par exemple, pour un vigneron, nous, on demandera que au moins dans l'achat du compost, c'est que vous connaissiez le rapport carbone-azote. Pour des vignerons, vous n'avez pas besoin d'azote parce que l'azote va gonfler vos raisins, vous allez avoir des problèmes après sur les peaux des raisins. Il faut que ça soit beaucoup plus riche en carbone. Donc il faut que votre compost ait au moins un rapport C sur N supérieur à 12. D'accord. Ça, c'est une des choses qu'il faut demander. Pour information, c'est un produit qui a été accepté en agriculture biologique. Est-ce qu'on peut s'y fier? Mais vous pouvez avoir des composts, là, Claude me faisait la réflexion, chez un maraîcher, c'est l'inverse. Il leur faut beaucoup d'azote parce que en fait, la salade est prélevée à un moment où on l'accueille, à un moment où elle a pompé tout. Donc, il faut effectivement... Et là, il va falloir des composts riches en azote. Mais ce compost riche en azote ou ce compost riche en carbone, il peut aller pour des agriculteurs en biologie. Et si on vous dit que c'est compost, si vous n'avez quasiment pas d'activité biologique dans votre compost, quand on mesure les bouchons,
nous, on trouve quasiment pas d'activité biologique. C'est pour ça que je dis c'est un amendement organique, parce qu'il est à base de plantes, de déchets. Mais dire qu'est-ce qui est bien, il faut connaître, il faut l'analyser. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas que je veux pas répondre, mais il y en a tellement de produits organiques. Par contre, ils sont bio. Ils sont bio. Même là, ces différences de carbone et d'azote, les deux sont bio, mais il y en a un qui est vraiment mieux pour le vigneron et l'autre sera mieux pour le maraîcher. Est-ce que vous ramassez vos produits à différents moments et qui ne sont pas les mêmes? Alors là, il y a encore des questions, c'est incroyable. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Et après, on arrête. Non, juste une petite question sur l'agroforesterie. Si on part sur une parcelle de vigne plantée aujourd'hui, comment introduire une notion d'agroforesterie? Est-ce que c'est en arrachant certains rangs pour planter des arbustes? Est-ce que c'est en mettant des zones d'arbres? Là, je pense que j'avais répondu. À Bordeaux, il y a des domaines qui, en fait, entourent leurs parcelles avec de la haie. Et là, vous allez être en agroforesterie. Donc, c'est des haies souvent qui sont qui permettent. Il y en a certains vignobles, c'est pour permettre de mettre des abeilles parce qu'il va y avoir des plants. Alors, c'est sûr qu'en vigne, vous n'allez pas pouvoir monter des arbres parce que là, vous allez avoir de l'ombre. Mais déjà, la haie, si on faisait ça, si on remettait des haies qu'on gère, ça gagnerait énormément. En plus, quand la haie devient trop imposante, vous pouvez la broyer et ça, vous pouvez le mettre sur votre rang de vigne. Ça permettra de relancer la faune. Mais vraiment, des grands arbres dans de la vigne, c'est un peu compliqué quand même. Et surtout pour la taille. C'est-à-dire si vous avez un arbre qui est beaucoup plus haut que la vigne, ça va être compliqué pour tailler la vigne. Donc, il faut que votre haie soit taillée comme la vigne, exactement la même hauteur. Alors, vous pouvez faire une haie, retirer un rang de vigne et mettre une haie à la place. Et prenez des espèces locales, des espèces de chez nous. Mais elles auront le même rôle. Les abeilles auront à manger, elles seront ravies. Elles auront le même rôle pratiquement le même rôle qu'un arbre, parce que la haie, elle va avoir une racine pivotant, elle aura ses racines, comme Claude a expliqué, horizontales, et puis d'autres pivotants. Elles auront le même rôle, puisque si vous coupez un chêne ou un arbre qui pas les résineux, mais si vous coupez, vous verrez qu'en fait, il va trocher dans tous les sens. Donc en fait, c'est exactement le même système. Vous pouvez utiliser dans votre haie même si vous gardez qu'un tronc qui devient un arbre, mais vous le coupez, il va devenir un arbuste et il fera les mêmes effets qu'un arbre et il ne gênera pas la vigne. Il y a des exemples, ça vous intéresse, en entre-deux-mers, de vignerons qui ont planté, qui avaient des vignes à 3000 pieds hectares. Et donc, sur certaines, au lieu de laisser à 3000 pieds hectares, ils sont passés à 1,50 m entre chaque rang. Et pour certaines parties, ils ont planté des haies à la place du rang de vigne. Et du coup, ils ont complètement subdivisé leurs parcelles comme ça, avec un coup des arbres fruitiers, des petits arbres fruitiers, et l'autre des haies. Et ça permet de recréer un environnement d'agroforesterie. Merci. Allez, on arrête là. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Vous allez continuer. Merci. Merci Lydia, merci Claude. C'était un entretien de très haute volée et je tiens à vous remercier. C'était un entretien de très haute volée et je tiens à vous remercier. On a pu débroussailler pas mal de terrain. Mais merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à votre attention. Merci. Le prochain rendez-vous, c'est le 23 janvier avec Hubert de Boire et après au mois de mars avec un vigneron de la Loire, Thierry Germain, qui vient nous parler de sa sensibilité à la vigne et de la biodynamie. Ouais, vous verrez, bien, ça sera passionnant. Je vous remercie infiniment et bonne soirée. Et à très bientôt, joyeuses fêtes. Et merci à l'équipe de la Cité du Vin.